Bon, alors, Viviane, il faudrait que tu te présentes, au fond, puisque tu es une nouvelle parmi nous, c'est une fonction importante maintenant en plus. Alors, donc moi, je suis Sylviane Echelolus, je suis infirmière anesthésiste depuis bien des années maintenant, 2005. Et j'ai un DU douleur, un DU d'hypnose depuis 2010. J'ai eu d'hypnose aussi. Ouais, tout à À fait. quel endroit? À Bordeaux, le DU d'hypnose. Et surtout, j'ai eu l'opportunité, moi, de participer à des chirurgies sous hypnose quand j'étais à l'Oncopole à Toulouse. Ah oui. Voilà. On a fait plusieurs, avec succès pour tout le monde. Donc c'était assez intéressant. Et dans cette période-là aussi, pendant les 6 ans et demi à l'Oncopole, j'ai aussi pu utiliser l'hypnose aussi bien dans les consultations de douleur que pour des gestes plus techniques dans les étages, en hémato, en onco, et bien d'autres. D'accord, puisque tu as une formation à l'hypnose déjà, et puis on parle beaucoup d'hypnose conversationnelle, justement. Alors, j'aimerais que tu m'en parles beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup l'hypnose conversationnelle parce qu'elle me paraît très pratique et pratico-pratique quand les gens commencent l'hypnose, surtout dans le milieu soignant, parce que c'est une hypnose qui est abordable, on va dire, par tous les soignants avec évidemment un socle d'apprentissage et qu'on peut utiliser de façon tout à fait anodine et sans pour autant dire même parfois qu'on fait de l'hypnose. C'est simplement voilà, de l'hypnose informelle, une façon de s'exprimer, de communiquer avec des outils bien particuliers. Alors justement, quels sont les outils qui diffèrent par rapport à l'exemple à l'hypnose formelle, donc classique, nous connaissons? Parce que moi, je crois qu'il y a quand même, enfin, je donne un peu mon impression, ça peut être aussi très séducteur. Tout à fait. Et c'est trompeur, dans le sens où c'est plus difficile que ce qu'on croit. Tout à fait, parce que c'est ce que moi je raconte beaucoup. Pardon. Aux gens, c'est assez simple de mettre quelqu'un en hypnose, par contre, il faut savoir l'accompagner. Et surtout le ramener correctement. Donc c'est un outil très intéressant, mais très puissant aussi. Effectivement, l'hypnose conversationnelle est peut-être très séductrice en se disant c'est facile, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que même si on ne veut pas ce qu'on appelle l'état hypnotique, la transe hypnotique, on amène quand même les gens dans un état, certes de rêverie, ce qu'on appelle une transe, pour être clair, mais sans but thérapeutique réellement, comme on le ferait dans une consultation d'hypnose, en l'amenant le plus souvent, très clairement, dans un endroit agréable, en l'accompagnant dans un souvenir agréable, mais avec une formulation particulière, une façon de s'exprimer particulière. Et est-ce que tu utilises les techniques classiques de l'hypnose, comme le recadrage, etc., ou pas du tout? Tu restes quelque chose un petit peu... plus superficiel? Plus superficiel, pas superficiel. Plus superficiel. Le recadrage... Entre autres, hein. Ouais. Ça, les prescriptions de tâches ou des choses comme ça. On n'ira pas jusque-là. Il n'y aura pas de prescription de tâches. Par contre, effectivement, comme dans une séance formelle, je vais dire, la suggestion post-hypnotique y sera. Dans le versant, ça a été une expérience agréable et qui peuvent réitérer pour eux-mêmes. Bon, déjà, une prescription de tâches, c'est l'auto-hypnose. Voilà. Simplement cette suggestion-là. Voilà. D'accord. Et les métaphores, les contes, est-ce que tu l'utilises aussi dans ce conversationnel ou tu as l'impression que c'est pas forcément utile? Pas tout le temps, je vais dire, pas tout le temps, et c'est pas la première idée qui vient, mais je pense. Non, mais c'est pas interdit, je veux dire. Pas du tout, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore sur l'hypnose conversationnelle? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu vas l'enseigner? D'accord. Imaginons que j'arrive moi et que je suis infirmier ou médecin, je suis un néophyte total. Comment tu t'y prends pour me parler d'hypnose conversationnelle et me donner envie d'en faire surtout? Alors, généralement, les gens, déjà, quand ils viennent en formation, ils ont déjà fait, je veux dire, la moitié du chemin, c'est qu'ils sont intéressés par l'outil. Et moi, de toute façon, de façon systématique, en ce qui concerne l'hypnose conversationnelle, je commence toujours par parler de communication de base, communication thérapeutique, et ensuite on arrive à l'hypnose et l'hypnose conversationnelle. Ce qui me semble assez indispensable, je vais dire, de poser les bases, de savoir de quoi on discute et qu'on parle des mêmes choses pour les mêmes objectifs, avec les mêmes outils. Voilà. Et arriver simplement à leur faire comprendre qu'en tant que soignant, quelle que soit leur qualification, ils ont déjà des outils, en formulation, le recadrage, même s'ils ne savent pas que ça s'appelle comme ça, une façon de parler qui est bien sûr
très très importante, et simplement poser des bases et ensuite amener des outils qui peuvent... Alors quels sont les outils les plus utiles pour toi quand tu vas enseigner à quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypnose, enfin un soignant qui n'a jamais fait d'hypnose? Les outils les plus simples, c'est simplement leur faire part de mon expérience de base, quand moi j'ai appris l'hypnose dans mon DU pendant 1 an, et que je m'en suis servi pour des inductions en anesthésie, simplement sans avoir le détail d'un souvenir agréable. Des fois j'ai le temps, effectivement, de prendre quelques informations, mais des fois je n'en ai pas. Et simplement, ce fameux VACO qu'on nous apprend de façon théorique, on se rend compte qu'il peut être très utile justement pour saupoudrer, parler flou avec précision, comme le dit Jean-Claude, et arriver à poser des suggestions, tout simplement, sur les 5 canaux sensoriels, qui font que la personne, elle, peut y accrocher les éléments de se souvenir. Je crois qu'il y a un mot important, le VACO. Quand j'ai des DU, on parlait du VACO comme quelque chose qui était à part. Or, je pense que, j'aimerais entendre ton avis, le VACO, ce sont les axes sensoriels. Tout être vivant, et c'est pas quelque chose d'à part. Par conséquent, c'est ce que tu m'as dit là, c'est que tu l'utilises en permanence. Oui, c'est un outil d'une puissance incroyable. C'est très intéressant et réellement, voilà, exactement, un outil très puissant. Mais je leur dis aussi, moi, quand je l'ai appris, je comprenais pas. Alors, comprendre, c'est assez simple, ce sont les 5 sens, d'accord. Mais comment l'utiliser, ça me paraissait complètement, quelque part, utopique. Et ayant appris, ayant compris, c'est très utile, très simple d'utilisation, en fait. Et ça permet, effectivement, de saupoudrer des suggestions selon, même sans avoir préalablement des films de canaux sensoriels dominants, simplement saupoudrer des suggestions selon tous ces canaux qui font que tout le camailleux des perceptions est abordé pendant le souvenir agréable. Et dans le VACO, tu utilises tous les axes sensoriels ou il y en a qui sont plus particuliers? Alors on utilise beaucoup plus facilement les 3 premiers, je vais dire, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Voilà. L'olfactif et le gustatif est plus délicat. Souvent les gens n'y pensent même pas. Voilà. Donc voilà, on les cite parce que ça fait partie des 5, mais effectivement c'est plutôt le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Okay. Alors on va passer à la deuxième partie de cette l'hypnose-analgésie. Alors, je suis un profane. Alors, l'hypnose-analgésie, ce que je mettrais, parce qu'en plus je suis en train de faire cette formation, c'est l'hypnose utilisée dans le cadre de la douleur. On va faire ça très simple, d'accord? Et ça peut se décliner en beaucoup d'items différents, aussi bien pour nous au bloc, en termes d'hypnose-sédation, pour faire céder la douleur, en l'occurrence, d'accord? Aussi bien que, je parlais de consultation de douleur, ça peut aussi, après évidemment avoir fait l'hétérohypnose avec le patient pour vérifier qu'il est suggestible et intéressé par l'outil, lui proposer et lui apprendre d'abord des outils d'auto-hypnose que lui pourra réutiliser ensuite pour gérer sa douleur. Voilà. Et là, cette formation dure beaucoup de temps. Comment ça se passe? Alors, cette formation donc, qui se passe au personnel de l'hôpital de Bayonne, elle se fait en 3 fois 3 jours, voilà. Avec 2 intervenants différents. Voilà. Et pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 fois 3 jours? Alors, c'est quoi le programme de chacun de ces 3 jours? Alors, la première étape, c'était vraiment faire tout ce dont on vient de parler, poser les bases de l'hypnose conversationnelle, définir ce qu'est l'hypnose et faire l'apprentissage d'une séance de base en hypnose, d'accord, en y mettant plus ou moins la catalepsie ou la méditation. La partie que je gère actuellement, c'est plus effectivement le côté hypnoanalgésie plus concrète, avec qu'est-ce que c'est que l'hypnosédation, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce qu'on peut amener comme outil dans cette prise en charge de la douleur aux patients. Et tu as le sentiment que les gens adhèrent facilement à cette chose qui est un peu nouvelle et qui est un peu mystérieuse quand même. Tout à fait. Alors, c'est quand même très intéressant pour beaucoup de personnes. Il reste les gens complètement sceptiques qui, quand on parle d'hypnose, pensent tout de suite à l'hypnose de spectacle. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas l'hypnose qu'on m'a apprise de une. Cette hypnose, on la pratique avec une certaine éthique, en étant dans la bienveillance. Voilà, tout simplement en posant les bases. Voilà, ça me paraît assez concret et ça ramène à ce qu'on fait. Alors tu me sais qu'il y a fait 3 fois 3 jours, tu m'as parlé du premier, du deuxième et le troisième. Les 3 derniers jours en fait, donc c'est
normalement le premier intervenant qui termine. Et ça va reprendre tout ce qu'on a fait en mettant vraiment l'accent sur d'autres outils qu'on amènera, parce qu'on ne peut pas en 3 jours amener tout ce qu'il faut. Et donc le troisième intervenant clôture tout ça, en vérifiant évidemment tout ce qui a été fait avant, et en amenant encore des outils supplémentaires pour cette prise en charge de la douleur. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour convaincre les gens de venir faire cette formation, aussi bien à l'hôpital qu'ici aussi? Tout à fait. C'est quelque chose de très intéressant en tant que soignant, parce que c'est gratifiant. Voilà, moi, je viens de retrouver les gens que j'avais en première session, et au bout des 3 jours, elles ont réussi à le faire très concrètement, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, et c'est quand même pas simple chez l'enfant, dans des soins qui ne sont pas très longs, et c'est gratifiant pour le soignant d'abord, et c'est surtout aidant pour le patient. Et ça fait autant de médicaments en moins, ça fait un accompagnement autre. Pour les enfants, on peut y intégrer les parents qui sont souvent dans la pièce aussi pendant le soin. Donc c'est vraiment quelque chose de gratifiant. C'est quelque chose, je pense, d'accessible. Je ne vais pas dire de simple. C'est accessible à un soignant, aussi bien aide-soignant qu'infirmière, je veux dire, et en plus médecin, évidemment, quand ils sont intéressés. Donc moi, je pense que c'est une approche de l'hypnose très intéressante et très accessible. Je crois que le mot est important, accessible, parce que moi j'ai fait beaucoup de formations et j'ai entendu souvent dire on n'y arrivera jamais, surtout dans la douleur, parce que ça me fait frire. C'est délicat. Dans la douleur. Et j'ai souvent entendu dire on n'y arrivera jamais dans des formations, et je crois que quand tu viens de dire ce mot accessible, je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est quelque chose, au fond, c'est pas de la magie, mais c'est un apprentissage classique, mais qui est, comme tu dis, accessible, pas facile, mais accessible. Tout à fait. Est-ce que tu as des choses à nous dire encore? Non, simplement pour rebondir sur le accessible, c'est réellement faisable et c'est réellement pratique pour des soignants. Voilà, au bout de 3 jours, que ce soit l'initiation qu'on a pu faire ensemble ou les 3 jours de ce type de formation, les gens sont capables d'accompagner les patients en hypnose conversationnelle, c'est aidant. Et je pense que le gros biais et le gros gap à passer, c'est s'autoriser à faire. C'est plus cette idée-là, parce qu'on en a retrouvé, qui était en initiation, qu'on a retrouvé en perfectionnement et qui n'avait pas franchement osé faire. Il faut s'autoriser à le pratiquer et se rendre compte que effectivement c'est faisable. Et alors le retour des gens qui ont fait cette formation dans les hôpitaux ou dans les cliniques sur lesquels tu es intervenu, comment ça se passe ce retour? Ils sont très contents vraiment, parce que pour ceux qui se sont lancés, ils se sont rendus compte qu'ils savaient faire effectivement, c'était pas juste nous qui avions dit c'est bien, tu es apte. Et vraiment cet aspect où, par exemple ce matin on m'a parlé d'un enfant, il était question de faire du néopa et la structure ne s'y prêtait pas, donc l'infirmière a décrété qu'elle ne ferait pas le néopa parce que ça n'était pas sécurisant, et donc elle est partie en hypnose conversationnelle et tout s'est très bien passé, l'enfant était content et les parents qui accompagnaient aussi. Voilà. Et tu penses que c'est plus facile ou plus difficile les enfants? Je pense que c'est plus délicat, mais quelque part peut-être un peu plus facile, puisque eux sont réellement dans l'imaginaire, on n'a pas besoin de les installer, de les faire penser à quelque chose, il suffit de partir tout de suite dans leur imaginaire, et comme l'a dit l'infirmière qui me l'a raconté, on est parti dans un délire sur sa maîtresse, voilà. C'est simplement accompagner cette discussion et vraiment jouer, parce qu'ils sont dans cet imaginaire et c'est tellement plus simple. Ouais, je te pose cette question parce que les gens, les soignants ont très peur pour les enfants. On sait pas, on a peur tellement de faire mal, de mal faire plutôt que faire mal, qu'il y a toujours un retrait. Et justement, l'exemple que tu as donné, c'est intéressant, parce que là, ça remplace le non pas, c'est pas rien. Tout à fait. Et il utilise l'argamène, le met pas, donc c'est même pas que c'est une réticence pour que ce soit. Voilà, ça a pu. Ben écoute, merci. Merci Jean-Claude. J'espère que ça a donné envie de continuer. Je l'espère aussi, parce que c'est un très bel outil mais qui est très intéressant.